Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission spéciale Chronique du Maroni. Alors ce soir, on vous parle, alors, il y a plein de bêtes qui nous accompagnent, ça va être incroyable. Tout le monde est invité ce soir car on vous parle identité de genre et orientation sexuelle. Alors pour cela, ce soir, je suis accompagnée de Mathilda Pierre, comédienne, professeure de théâtre et membre du conseil d'administration de l'association Saint-Laurentaise, Yana Colors. Bonsoir Mathilda. Bonsoir Farah. Avec elle, il y aura également Jean-François Launay, coordinateur de la Maison des adolescents de l'Ouest. Bonsoir Jean-François. Eh bien bonsoir. Et puis tout au long de cette émission, Philippine Oréfis à mes côtés m'accompagnera. Bonsoir Philippine. Bonsoir Farah. Alors, on commence avec quelques dates. 1982, la France dépénalise l'homosexualité. En 2003, la France légalise le mariage pour tous. Et puis en 2022 seulement, l'Organisation mondiale de la santé atteste que les personnes qui sont transgenres n'ont pas de troubles psychiques. Alors, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme? Qui m'attire? Ça peut être des questions qui peuvent paraître simples, mais on vous montrera le contraire, car ces questions ont souvent des réponses qui répondent à une vision binaire du genre. Alors, finalement, c'est la question « Qui suis-je ?» qui est la question complexe pour nous tous et toutes, qui accompagnera toute cette émission. Et puis, je vous propose que toutes et tous ensemble, on démarre cette émission Chronique du Maroni. Alors, Mathilda Pierre, pourriez-vous nous expliquer l'émission de Yana Colors? Alors, Yana Colors, association LGBT de l'Ouest guyanaise, a pour objectif plusieurs missions qui ont déjà été mises en place, car l'association existe depuis juin 2019. Nous avons déjà effectué des missions telles les interventions en milieu scolaire pour parler de l'LGBT-phobie présente dans l'Ouest guyanais, pour parler de la difficulté de la visibilité de notre communauté. Nous avons aussi d'autres missions dans le sens organisé des Yanapéros, où on invite diverses personnes, que ce soit des alliés ou des personnes qui se reconnaissent en tant que lesbiennes, en tant qu'homosexuelles, en tant que transgenres, à venir partager des petits moments de repas, des petits moments de discussion pour créer des liens, pour créer la visibilité, pour mettre à l'aise ces personnes qui comme on peut l'apercevoir dans l'Ouest guyanais, sont très peu présentes, ont très peu de légitimité de présence. C'est différent du coup. Oui, c'est important de le dire. Oui, c'est différent. Qui ont très peu de présence dans le sens où beaucoup ne s'autorisent pas à être présents parce qu'il y a beaucoup de jugements. Beaucoup ne se sentent pas légitimes d'être présents parce qu'ils ne sont pas au courant de l'existence d'une communauté. Dans le sens, je ne me sens pas légitime d'être présente parce que je crois être seule à ressentir ça, parce que je ne suis pas née dans une famille où ce genre-là, le fait d'aimer une femme ou d'aimer un homme, est normal. En fait, dans une famille, c'est pas normal. Je n'ai pas grandi dans ça, donc c'est pas légitime. Donc c'est pour ça que les Yanapéros sont super importants. Nous avons aussi des cours de danse qu'on met en place, qu'on essaie de mettre en place, où c'est ouvert à tout le monde, mais surtout aux la communauté LGBT et aux LGBT friendly. Tu n'es pas obligé d'être gay, lesbienne ou pan ou trans pour venir. Du moment que tu te reconnais en tant que personne qui comprend, qui accompagne, qui n'a pas de problème avec la communauté, tu es le bienvenu pour partager un moment de convivialité. Nous avons aussi diverses tables rondes que nous avons déjà mis en place, mais que nous mettons encore en place. Dans les tables rondes, nous parler des différentes difficultés présentes sur le territoire et des différentes solutions qu'on peut mettre en place pour pallier à ces difficultés. Ok. J'étais partie sur l'émission, mais là, on a tout le calendrier, on ne peut rien rater. Donc, n'hésitez pas, vous avez l'info. Tout le monde est le bienvenu, finalement. Exactement. Alors, Jean-François Launay, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'émission de la Maison des ados? Alors, oui. vous pouvez faire un peu plus synthétique. Oui, alors c'est un service public à destination principalement des jeunes contre 11 et 21 ans de l'Ouest guyanais. On est basé principalement à Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est également pour les parents d'adolescents. Alors, quelles que soient les questions, les difficultés, les problèmes ou les envies, c'est un accueil généraliste. Et puis nous, après, on va essayer justement de comprendre, de prendre le temps et puis de voir s'il y a des services dans la cité qui peuvent éventuellement contribuer à l'épanouissement ou aux réponses aux questions. Et puis si ce n'est pas le cas, voir quelle part on peut prendre là-dedans. Donc ça, c'est envers le public famille. Et puis on peut éventuellement aussi intervenir avec d'autres professionnels pour être sur des actions qu'on va appeler de prévention, de promotion de la santé. Et donc, accueil et orientation. Et du coup, est-ce que vous vous orientez vers Yana Colors parfois? Oui, ça nous est déjà arrivé par le passé. Ouais. D'accord. Donc, voilà, on est sur des personnes qui travaillent ensemble, ça fait plaisir. Et alors, Mathilda,
Pierre, est-ce que vous pourrez témoigner, parce qu'on a, voilà, on parle de cette question d'identité de genre, et vu que vous êtes dans cette association, ça vous parle aussi d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pourriez témoigner sur le parcours d'identité de genre et d'orientation sexuelle qui est le vôtre? Alors, mon parcours, elle est en même temps simple et compliqué, parce que moi, j'essaie de simplifier pour ma personne tout ce qui paraît compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis simple et compliqué. Disons que je suis née dans une famille, je suis haïtienne, je suis née dans une famille haïtienne très évangélique, donc qui vont à l'église, qui, tout ce qui est homosexualité ne doit pas faire partie de la famille. Donc, quand tu possèdes une mère qui est aimée et appréciée de tout un village, donc on connaît, tout le monde connaît les enfants de cette personne, donc tu ne peux pas t'autoriser à sortir de la ligne droite qui a été tracée pour toi. Jusqu'au jour où, pour la première fois, tu t'autorises à embrasser une fille où tu te rends compte que c'est pas du tout désagréable. Et là, tu te dis, sauf que c'est quelque chose que tu ne peux pas partager avec ta famille. Et là, 18 ans arrivent, je me suis retrouvée en une sorte de dualité entre qui je suis vraiment et qui les autres voient de moi et qui est-ce que mes parents ont envie que je sois. Sauf qu'à un moment donné, tu continues à exister pour les autres, tu te rends compte intérieurement, tu ne vis pas, tu ne vis pas. Et moi, je suis du genre à me dire, je n'ai pas choisi d'être dans ce monde, mais je veux pouvoir choisir comment je veux vivre dans ce monde. Donc, quand il arrive 18 ans, tu as la majorité, tu peux quitter tes parents, tu peux prendre tes propres décisions. J'ai décidé de partir à 2 heures de route à peine de chez moi. J'ai grandi à Kourou, je suis venue à Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est là que je me suis rendu compte, à Saint-Laurent-du-Maroni, il n'y a pas ma famille. Je ne suis pas obligée d'exister pour les autres, je peux exister pour moi avant tout. Et je me rends compte qu'importe la vision que je donne de moi, les gens l'acceptent parce que je m'affirme, parce que j'ai confiance en moi, parce que je me dis, je suis en fait. Je décide d'être, je vais être. Que ça te plaise ou non, je décide d'être, je vais être. Si la vision de ce que je suis te dérange, je te dis de passer à côté, moi je veux continuer mon chemin. Et quand tu arrives dans un environnement où tu vois que les gens t'acceptent quand même comme tu es, tu te dis comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait plus de personnes qui s'acceptent comme moi je m'accepte. Et c'est là que j'ai découvert Yana Colors et toutes ses missions. Là je me suis dit, bon quand même Mathilda, Yana Colors, tu fais du théâtre, tu es intervenante artistique, tu fais de la danse, tu adores danser, c'est mon moteur de vie. Comment est-ce que je peux faire pour allier plus de personnes à ce besoin, à cette envie de vivre? Du coup, je me suis intégrée à Yana Colors et en m'intégrant à Yana Colors, je me suis vraiment dit, à travers Yana Colors, je sais que j'aurai la possibilité de donner une voix à ceux et celles qui n'osent pas parler, à ceux et celles qui crient intérieurement, qui n'osent pas faire sortir leurs cris. Et j'ai rencontré des personnes formidables à Yana Colors qui vraiment, qu'importe la façon dont je suis, m'ont acceptée comme j'étais. Et c'est là que je me suis retrouvée face à plusieurs difficultés, où je me dis, ah, mais tu te rends compte que tu es arrivée en te considérant comme une personne homosexuelle, c'est-à-dire lesbienne, mais je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas attirée que par les femmes. Il y a aussi les hommes qui m'attirent, mais ce n'est pas que les hommes. À un moment donné, ce n'est pas que les femmes, ce n'est pas que les hommes. Un homme transgenre ne va pas du tout me déranger, une femme transgenre ne va pas du tout me déranger. Là, je me dis, qui suis-je réellement? Là, tu t'es trouvée, tu t'es acceptée, tu sais qui tu es, tu sais que tu n'es pas hétérosexuelle, mais là, tu sais que tu n'es pas lesbienne. Il y a d'autres questions qui se mettent en place. Et c'est à travers là que j'ai fait diverses recherches sur Internet, sur ma personne, où je me suis rendu compte vraiment, ce n'est pas le physique qui m'intéresse, c'est l'identité de la personne, c'est l'âme de la personne, c'est ce que la personne m'inspire intérieurement. C'est pour ça que depuis, je me bats pour faire respecter mon orientation sexuelle qui est la pansexualité, que j'affirme, que j'accepte haut et fort. Donc je continue dans ce parcours pour aider, donner plus de visibilité à ceux et celles qui n'osent pas le faire pour le moment. Je vous remercie pour ce magnifique témoignage. Moi, une petite question, juste au niveau de ce cheminement, du coup, c'est quelque chose que vous avez fait toute seule, en solitaire, ou vous avez été aidée, vous avez trouvé des ressources ou des accompagnements Internet, du coup. Quand vous étiez ado? Quand j'étais ado, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait toute seule, parce que j'avais vraiment pas la possibilité d'en parler à mes proches. C'était vraiment, tu t'en sors tout seul. Du coup, j'arrive ici à mes 19 ans où je me dis comment est-ce que tu fais pour mener ce combat seul. Et là, en m'approchant des personnes lesbiennes, des personnes LGBT, en ayant des rapports avec diverses personnes, je vois que c'est ça mon essentiel en fait. C'est ça qui donne, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. Mais c'est vraiment en touchant Yana Colors où vraiment j'ai senti que je ne suis pas seule en fait.
que D'ailleurs, je on pouvais... précise que toute la clique Yana Colors Oui, est là. ils sont Donc, présents. vous êtes littéralement pas seul. Oui, ça, je on suis confirme. vraiment pas seule depuis le début. À 16h30, ils sont présents avec moi, m'aider à baisser le stress. Et depuis que je les ai rencontrés, après avoir fait 2 ans à Saint-Laurent, où je m'affirme, où je m'accepte, où j'essaie de donner une voix, où j'essaie de parler aux gens quand je vais dans les soirées, où ils me disent « Ah, mais je t'ai vu et tout, je t'ai vu faire du théâtre, je t'ai vu dire que tu étais... Comment tu fais pour accepter de dire aux gens que tu es... » Prendre de la place. Voilà, en fait, c'est ça. C'est prendre de l'espace pour qu'on puisse voir justement une minorité, comme vous disiez, qu'on voilà, voit pas assez. je m'accepte. Je sais que c'est pas facile, mais on peut en discuter. Et en ayant Yana Colors, où vraiment, je leur ai dit, mais voilà ce que j'aimerais mettre en place, voilà ce que j'aimerais faire avec l'ancienne présidente et le président actuel qui est vraiment très, très actif. Ils m'ont dit, ben, ma copine, on est là, hein, on est ensemble, on va pas te lâcher, on va aller ensemble. Et depuis, c'est un appui indispensable pour moi. Mais c'est avant tout la confiance en moi, la détermination de me faire respecter, de m'accepter avant tout, qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis fière d'être qui je suis, que je suis plus à l'aise et que personne n'est prêt à m'abattre. Alors, je ne vous le souhaite pas. Vous êtes rayonnante et on espère que ça continue encore longtemps. Jean-François Lenay, justement, là, on entend plusieurs choses. Donc, le regard d'abord, le premier bisou. Ah, je me rends compte que ça ne va pas. Et le regard de l'autre me renvoie qu'en fait, je ne suis plus en adéquation avec les personnes avec qui je vis. Donc, du coup, je pars. Et puis après, mes expériences font encore que je repense. Est-ce que ça, c'est le regard de la maison des adolescents, est-ce que c'est un regard qui peut permettre justement de s'expérimenter, de se poser toutes ces questions-là? Comment ça fonctionne? On l'espère, en tout cas, c'est ce qu'on a vocation à offrir. Le mot espace, je pense, est plutôt pas mal parce que là, ça a été très bien raconté par Mathilda. Il y a un moment, on se pose la question de l'accessibilité dans son entourage immédiat et puis plus généralement dans la cité. Bon, nous, c'est un lieu où, effectivement, écoute, on ne va pas résumer ton identité à ta quête actuelle. Et au contraire, je veux dire, si tu es déjà très inscrit dans ton orientation sexuelle, tant mieux pour toi. Si c'est le début d'un questionnement, ce n'est pas un souci pour nous. Et effectivement, nous, ça va être le côté de... Par contre, ça reste de l'adolescence, en tout cas pour le public que nous rencontrons, et ça va se mélanger avec plein d'autres dimensions. Et c'est effectivement tout ce chamboulement qui est parfois à traiter en même temps, qui peut, lui, amener de la souffrance, du mal-être, de la désorientation. Et c'est là-dessus que nous, on va essayer justement aussi de pouvoir gonfler un peu l'ego de la personne, parce que dans son entourage, il n'y a pas toujours des ressources immédiates. Des fois, il y en a, mais il faut construire, il faut faire un bout de chemin. Et puis là, Mathilda le disait aussi dans une partie de son parcours, il y a un moment où il y a, on voit assez fréquemment, une rupture aussi avec son environnement de départ. Et donc, ça peut plus ou moins bien se passer, l'arrivée dans une nouvelle ville. Voilà, comment ça va se passer. Et effectivement, là, nous, c'est notre boulot à dire, ça ne se résume pas à un seul aspect de ta vie. Mais par contre, ok, ça en fait partie, nous, c'est pas un souci. Bienvenue, quoi. C'est en perpétuelle évolution. Et puis, vous, ce qui est différent, c'est que parfois, les collèges ou lycées vous convoquent, vous parlent de situations un petit peu « aidez-moi, je ne suis pas à l'aise avec cette situation ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'on vit d'une manière non normative par rapport à l'endroit où on grandit, eh bien, en fait, on pointe cette différence-là et on dit « Ok, il faut régler un problème, c'est problématique, maison des adolescents, ils savent y faire ». Donc, je ne sais pas si vous pouvez illustrer par des exemples ou comment ça peut se passer quand les collèges sont mal à l'aise. Alors, collège ou autre établissement, parce que ça peut être aussi dans d'autres associations qui ont à s'occuper d'adolescents. Premièrement, déjà, c'est plutôt bon signe s'ils se tournent vers nous. C'est-à-dire que le malaise n'est pas forcément de justement vouloir pointer ou ostraciser, mais plutôt de se dire, bon, il y a une thématique qui, moi, me renvoie à des choses avec lesquelles j'ai peur de mal faire, et comment, effectivement, être sûr d'être dans une posture juste ou des choses comme ça. Et donc, finalement, c'est un mouvement à faire aux professionnels ou à l'établissement, qui n'est pas si coûteux que ça, mais ils ont fait le premier pas. Ils sont déjà tournés pour dire comment je peux bien faire. Du coup, là, on a gagné une grosse partie. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que peut apparaître la question de alors, est-ce que c'est pathologique? Est-ce que nous, on est armés pour le faire? Est-ce qu'on va avoir la délicatesse? Bon, souvent, on va se figurer énormément de choses. Et puis, aussi, parfois, la scène de l'établissement scolaire, c'est pas celle qu'a choisi le jeune pour s'exprimer. Il va exprimer éventuellement un repli sur soi ou des difficultés d'habileté sociale, des choses comme ça. Mais du coup, c'est quand même bien aussi parfois que ce soit un lieu tiers qui justement sera détaché des enjeux de la sociabilité ordinaire, qui va pouvoir permettre aussi, dans un premier temps, nous, pour la personne, c'est déjà qu'elle se sente à l'aise avec nous. Et ça lui permettra potentiellement d'être à l'aise ailleurs. Mais voilà, si c'est un lieu tiers qui va permettre ça, youpi. Oui, c'est ça. Et puis comme le disait Mathilda, à l'aise avec nous, au final, ça permet aussi d'être à l'aise avec soi.
Et il y a tout un endroit qui, voilà, toute une dynamique qui fait qu'on peut plus, à un moment donné, rentrer à l'intérieur et comprendre un peu ce qui se passe, pouvoir explorer. Parce que si l'extérieur est toujours hostile ou ne nous permet pas, on ne peut pas venir explorer tout ça. Alors Philippine, je fais que parler. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire? Je prends l'espace, je me rétracte. Tu fais bien. Non, c'était juste au niveau où on parle d'exploration, d'être à l'aise et tout. Mais en fait, concrètement, c'est quoi? C'est pour la personne, c'est verbaliser qui elle est ou avoir toute la palette d'identités qui existe pour savoir comment se reconnaître. C'est quoi quand on dit être à l'aise en fait? Alors si c'est de notre côté, c'est pour vous. Et, ouais. Nous, ça va être finalement d'une part simple, mais pas si évident que ça à raconter, parce que c'est très singulier. Chaque adolescent va vivre sa vie comme étant, voilà, on ne va pas nous calquer d'un adolescent à un autre. Et finalement, sa manière à lui de se raconter à nous, tout est là-dedans. Ça peut prendre du temps. Ça peut faire énormément de détours. On va déjà parler de pourquoi on n'a plus envie de rentrer chez soi. Et puis juste arriver à... Mais finalement, un des vrais soucis à l'heure actuelle, c'est de pouvoir faire entendre à mon entourage que mon orientation sexuelle risque d'être mal perçue. Alors il y a tout un montage de projection, mais ça se trouve, c'est pas anodin non plus. C'est que la famille renvoie des remarques sur des orientations sexuelles. Mais nous, ce qui va nous intéresser, comme pour n'importe quelle construction identitaire, c'est de ne pas être prescriptif. C'est pas à nous de lui dire voilà comment il faudrait que tu sois pour que tu sois heureux. Mais par contre, de prendre le temps qu'il faut. Et des fois, on va se voir toutes les semaines pendant une période très courte. Puis après, on ne va pas se voir pendant des mois et des mois. Et 6 mois, 1 an plus tard, on va se retrouver. Parce que la construction identitaire, elle fait de ça. Elle fait de on va aller dans un sens. Et puis peut-être qu'après, on va être invité à aller dans un autre sens. Mais nous, de qui nous sommes, on a juste à permettre à la personne de se déployer. Pas de lui dire là, il y a un mur ou machin. Par contre aussi, et là, c'est notre part plus d'éducateur, ok, il peut y avoir aussi des pratiques qui vont t'amener à des prises de risques. Nous, on est là pour t'éveiller là-dessus. Mais à nouveau, on n'est pas là pour empêcher. L'expérience, c'est le jeune qui la vit. Nous, on n'est que là pour lui permettre un certain recul et aussi peut tenter parfois des voies qu'il n'aurait pas imaginées par lui-même. Voilà. Alors, déjà, dernière question de clôture. Ça passe vite. Ouais. Alors, si vous entendez des bruits, c'est normal. On est en plein air à Saint-Laurent, donc on vous invite à vivre tout ça avec nous. Dernière question, quels sont les défis, les challenges et les triomphes finalement pour la jeunesse guyanaise LGBT de l'Ouest guyanais? Alors, disons que les défis sont nombreux, dans le sens où il y a une forte difficulté d'acceptation de la communauté, pour la visibilité de la communauté et déjà d'acceptation de soi. Parce que beaucoup le sont, beaucoup sont dans la communauté LGBT, mais très peu osent se montrer parce que nous savons qu'en se montrant, enfin beaucoup savent qu'en se montrant, ils peuvent rencontrer les challenges dans le sens où la honte, le regard des autres, le rejet des autres, l'exclusion familiale. Parce qu'une fois à l'extérieur, quelqu'un te reconnaît en tant que LGBT, qui va transmettre ça à un membre de ta famille, il y a la possibilité d'être exclu de la famille, d'être considéré non plus comme un être humain, parce que je connais des personnes qui sont dans cette situation-là, se sont fait mise à la porte, traitées de personnes qui ne sont pas humains, parce qu'ils sont justement dans la communauté LGBT, chose qui est extrêmement difficile. Mais on se dit qu'on ne reste pas, on ne se base pas seulement sur cette difficulté pour amoindrir les triomphes que nous avons eus. Car malgré la difficulté pour la communauté LGBT à trouver des lieux, à trouver des places, à se donner de plus en plus de visibilité, nous existons quand même, nous sommes présents, nous faisons des actions, nous continuons à faire des actions. Nous avons de plus en plus de membres dans la communauté, de plus en plus de présence dans les assemblées générales que nous faisons et de plus en plus d'organismes justement comme la maison de santé, la maison de jeunesse, la maison d'ado qui font appel à nous, les écoles qui font appel à nous quand il y a des SOS suicides, quand il y a des enfants qui se font insulter, qui se font maltraiter dans la cour de récré justement parce qu'ils sont dans la communauté. La visibilité grandit de plus en plus et les soirées que nous faisons pour donner la visibilité à ces personnes-là on continue à en faire et les gens continuent à en demander. Donc on se dit ça fait partie des triomphes qu'on fait et ça avance doucement mais ça avance sûrement, c'est l'essentiel. Alors Jean-François, un mot de la fin? Déjà dans les triomphes, l'émergence d'associations comme Yana Color sur le territoire, c'est certainement une très bonne chose. Ravi qu'ils arrivent à tenir dans le temps et qu'ils arrivent en plus à avoir de plus en plus de projets. Donc longue vie à eux, vraiment. Et puis parmi les challenges, on en a parlé un peu avant l'émission, ça va être sur les lieux d'accueil, puisqu'effectivement, il peut y avoir des contextes particulièrement difficiles
qui se traduisent par des ruptures du milieu familial et à des âges où c'est pas forcément évident de retomber sur ses pieds, de trouver un toit où passer les jours suivants. Donc ça, c'est un des vrais challenges pour la suite sur l'Ouest. Alors, Mathilde Pierre, Jean-François Launay et Philippine Auréfils, je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette première partie d'émission. Et puis, quant à nous, on se retrouve juste après pour cette deuxième partie d'émission de Chronique du Maroni, où on parlera de prévention contre toutes les discriminations LGBT-phobes. À tout de suite. Alors même si l'opinion publique a évolué sur la question, aujourd'hui, les discriminations envers les personnes LGBT restent encore nombreuses, notamment à l'école. Les animations de prévention contre ces discriminations LGBT-phobes sont organisées par des assos comme Yana Colors, comme on a entendu tout à l'heure, mais aussi par la ville et par la gendarmerie. Quelles sont les lois qui les protègent et comment ces animations de prévention peuvent déconstruire tous les préjugés et les représentations qu'on a des personnes LGBT. C'est ce dont on va discuter tout de suite. Alors, je suis en compagnie de Stéphanie Petitjean. Bonsoir Stéphanie Petitjean. Bonsoir. Vous êtes adjudante à la Maison de prévention et de protection des familles à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Et vous êtes également accompagnée de Madame Raissa Alicoq, adjointe, animatrice au point accueil Écoute Jeune du Centre communal d'action sociale. Est-ce que j'ai tout bien dit ? Bien sûr. Presque. Bon, eh bien, bienvenue à vous. Merci. Et rebonsoir Philippine. Merci. Et rebonsoir Farah. Merci d'être toujours là. Je suis toujours là. Alors, première question pour vous, Madame Petitjean. Donc en 2018, la brigade de prévention de la délinquance juvénile naît à Saint-Laurent. Et cette cellule donc, compte 3 gendarmes et propose des animations de prévention dans tout l'Ouest guyanais. Tout à fait. Et donc, vous faites une animation en particulier sur le harcèlement scolaire. Comment ça se passe, ces animations? De quoi on discute? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent dans le discours des élèves? Alors, il faut savoir déjà qu'on intervient auprès des écoles primaires, des collèges et des lycées. Écoles primaires, on fait les classes de CM1, CM2. On ne va pas plus jeune, mais on fait essentiellement aussi dans collèges et lycées. Quand on aborde ce sujet du harcèlement, alors ça dure l'heure de cours. Déjà, ça dure pendant 1 heure en moyenne. C'est sous forme de PowerPoint. On leur montre quelques images, quelques textes. Après, on parle beaucoup, en fait. Et on leur explique qu'est-ce que le harcèlement, sous toutes ses formes, le verbal, le physique, et notamment ce qui peut leur arriver à l'école, puisqu'on est là pour faire de la prévention dans les écoles, donc c'est ce qui les concerne sur un plan scolaire. Et après, on voit leurs réactions, on pose des questions, beaucoup de questions. Ils en posent de temps en temps, et voilà, c'est un dialogue qu'on a avec eux, et on leur expose tout le panel sur le harcèlement. Et il y a du coup des réactions qui vous étonnent quand vous faites ces animations? Ah, il y en a toujours. On veut tout savoir, s'il vous plaît, racontez-nous. C'est très divers et varié. On pourrait écrire un livre sur tout ce qui se passe dans les écoles. Des fois, c'est surprenant, même marrant. Bon, après, il y a des sujets qui le sont un peu moins, forcément. Mais il y a des jeunes qui ne vont pas réagir, qui vont écouter sans faire ni de sourire, ni de réaction quelconque. Et puis, il y en a qui vont soit faire des petits bruits, un peu surpris, ou qui vont tout simplement rigoler de la situation. Et là, quand ils rigolent, alors sur le harcèlement, évidemment, on va aussi insister sur les personnes qui sont harcelées parce qu'elles sont homosexuelles. Je leur expose toujours l'histoire du jeune Lucas. Ça a été le premier jeune qui s'est suicidé cette année 2023 parce qu'il était homosexuel. Il était harcelé à l'école. Et quand je leur raconte cette histoire, il y en a, ils rigolent. Et c'est vrai que c'est incompréhensible parce que nous, on sait que c'est une situation qui est très grave. Et eux ne s'en rendent pas compte. Donc, on va leur expliquer, on va leur demander déjà pourquoi ils rigolent. Et on va leur expliquer tout simplement ce que c'est, qu'il ne faut pas rigoler, que chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce sont leurs choix. Enfin, on rentre dans un dialogue aussi. On essaye de leur faire comprendre les choses. Voilà. Raissa Alicoq, c'est des réactions que vous pouvez rencontrer aussi? Oui, pareil. Les élèves, lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, ils se disent mais c'est un truc de ouf. En fait, ils ont du mal à imaginer leurs parents même qui deviennent par exemple homosexuels ou lesbiennes, ils ont du mal à avaler ça. Par exemple, s'ils ont des camarades, des fois, oui, ils vont l'accepter, mais avoir des parents qui le sont, c'est très compliqué. Et de voir 2 hommes ensemble, ils vont dire... je ne peux pas dire l'expression, mais de les brûler. Même, les brûler? C'est dans l'extrême, donc on a des réactions très violentes. Donc à ce moment-là, on fait appel à elle. Donc voilà.
Et il y a des outils que vous utilisez, parce que là j'entends que c'est plutôt un rappel pour le harcèlement scolaire de ce que c'est, des violences. Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques? Alors nous, lorsque j'interviens dans les milieux scolaires, on a une carte qui explique que dans différents pays, quel pays est protégé par la loi. Par exemple, nous en Europe, on est protégé, donc il y a des sanctions. D'accord. Est-ce que... Alors, il y a un jeu, et là, depuis tout à l'heure, je suis hyper enthousiaste de vous le montrer. Il m'a tapé dans l'œil. Mais là, il était fait pour vous. Alors, est-ce que vous connaissez cet outil, qui est un outil aussi de libération de la parole pédagogique, Game of Porn? Pas du tout. Alors, j'en profite pour laisser un petit mot pour les personnes qui seraient intéressées de faire la sensibilisation par rapport à toutes ces questions-là. On le trouve chez Guyane Promo Santé, qui sont justement à l'intérieur de la maison des ados qu'on a reçu juste avant. C'est gratuit, vous louez ça pendant plusieurs semaines, vous le rendez tout simplement. Et en gros, c'est un jeu qui permet en fait de découvrir les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Ça peut être des débats, des vrais ou faux, des mythes ou réalités. Donc voilà, petit clin d'œil à Guyane Promo Santé qui propose ça. Et n'hésitez pas, je vais le rendre dans quelques jours, donc il sera à vous juste après. Voilà, j'ai fini mon petit clin d'œil, je me reprends. Moi j'avais juste une question sur Aïssa, justement sur vos ateliers, du coup au CCAS, qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on propose, on n'a pas beaucoup d'outils, je le dis comme ça, mais c'est dommage. Ça peut arriver que durant les interventions dans les milieux scolaires, il y a des jeunes, juste après, ils viennent nous voir, ils ont énormément de questions parce qu'ils se découvrent aussi. On n'est pas là pour dire, tu es lesbienne, tu es homo, etc. Non, on est là pour les aider à se découvrir. Donc, sur un premier temps, c'est dans l'établissement scolaire. Par la suite, s'ils veulent un rendez-vous, on les reçoit au CCAS, donc le point accueil écoute jeune, qui est un dispositif pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, on les reçoit, on les écoute. C'est récemment que j'ai connu Yana Kohler aussi, donc c'est un dispositif que je ne connaissais pas non plus. Donc, ça me rassure aussi pour les jeunes qui souhaitent être écoutés. Donc, de savoir qu'il y a plusieurs lieux d'écoute et de solidarité. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a cette chose-là? Comment vous faites une fois que vous avez animé pour peut-être continuer à suivre des situations qui vous ont paru Il y a des élèves, ça se voit et d'autres non. Ils vont réagir, ils vont soit dire quelque chose, soit raconter leur histoire. Ils racontent beaucoup d'histoires. Okay. Ah, moi, il m'est arrivé ça, voilà. Donc en fonction, après, si on voit que la situation est grave... soit on en parle en cours devant tout le monde, soit on voit qu'il y a une petite gêne. Dans ce cas-là, je lui dis, écoute, on en parlera à la fin des cours tous les deux. Et dans ce cas-là, on dialogue plus dans un cercle privé, on va dire. Mais, ou alors, ils vont, une fois qu'on est parti, parce que c'est vrai que nous, on les voit, on les voit pendant 1 heure en classe et après, on les voit plus, ces élèves-là. Et du coup, c'est là où peut-être ils vont aller voir un professeur ou la direction, le principal, peu importe, ou l'infirmière pour dire, par rapport à ce qu'a dit la gendarme, il m'est arrivé ça. Et dans ce cas-là, ça va ressortir. D'accord. J'ai eu une copine qui a été semi-victime par rapport à ça. Elle a juste commenté sa copine en lui disant « J'aime bien ta robe ». Elle l'a traitée de lesbienne, alors qu'elle aimait juste ta robe. Mais tout ça, c'est un gêne pour l'élève, en fait. Et vous prenez le temps de chaque fois dérouler ça, de réexpliquer, mais en fait, pourquoi tu dis lesbienne? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est un peu... qu'est-ce que tu en sais? C'est pas parce qu'on aime une robe qu'on est lesbienne, parce que là, c'est quand même le chemin est très court, entre aimer une robe et être lesbienne. Il va falloir qu'on m'explique. Mais donc, du coup, comment ça se passe de reprendre les B à bas, en fait? C'est très compliqué avec des élèves, en fait, qui ont déjà pris leur décision mentalement. Si à un moment donné, quelqu'un m'insulte pour mon orientation sexuelle, qu'est-ce qu'il risque? Est-ce que moi, je peux aller porter plainte? Je peux faire quoi, finalement, quand on m'insulte? Vous pouvez tout à fait venir déposer plainte. Votre plainte sera recueillie. En général, dans ce genre d'insulte, dans ce genre d'infraction, vous avez l'identité de la personne qui vous a insulté. À partir de ce moment-là, elle sera convoquée et devra elle aussi s'expliquer. Après, c'est un juge derrière qui va prendre la décision, c'est pas nous. Voilà. Et en fonction de l'infraction qui est susceptible d'être relevée, le juge prendra sa décision. Faut savoir que le fait de faire quelque chose envers une personne qui est homosexuelle, où on sait qu'elle est homosexuelle et qu'on le fait exprès, c'est une circonstance aggravante. Donc à partir de ce moment-là, l'infraction sera punie plus sévèrement qu'une infraction de base. Si je prends un vol, par exemple, on va voler une personne, on sait qu'elle est homosexuelle et on va exprès d'aller la voler parce que peu importe ce qu'on va lui voler. Un vol est puni de base de 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Cette infraction-là, elle va être multipliée par 2. Elle sera de 6 ans de prison et autant d'amende. On a un article dans le Code pénal qui prévoit justement
en fonction de leur orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée. Voilà, une infraction, donc là je vous ai parlé du vol, donc 3 ans d'emprisonnement. Donc l'infraction par rapport aux personnes homosexuelles, elle sera doublée. Pour une infraction de base de 5 ans, ça sera 7 ans. D'accord. Pour une de base de 10 ans, ça sera 15 ans, et ainsi de suite. Voilà, il y a vraiment tout qui est pris en compte. La justice, elle suit? Elle arrive à suivre là-dessus? Oui, elle arrive, pas tout le temps, malheureusement. Ouais. Pas tout le temps, mais elle arrive, ouais. Oui, et puis après, il y a Il faut aussi... réussir à prouver que c'est bien lié à ça, à cette circonstance aggravante. Ah, ok. Après, donc si il y a cette circonstance difficulté-là. n'est pas retenue, il y a quand même l'infraction de base qui Oui, tient. oui. Voilà. Et moi, comme chiffre, j'avais jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas d'injure et diffamation. Et en cas d'agression physique, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Oui, voire même plus que ça. Ça va jusqu'à 5 ans ou 10 ans en fonction de la gravité des blessures, en fonction si ça a causé la mort, les violences qui peuvent causer la mort, ainsi de suite. Voilà, Donc, plus les faits sont graves et c'est plus ça. l'infraction va être élevée. Il y a des lois qui protègent, mais par contre, il faut encore pouvoir prouver et pouvoir s'en saisir, se dire que je vais aller porter plainte. Voilà, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire. Justement, dans votre prévention, est-ce qu'il y a ce travail sur oser aller porter plainte? On peut accompagner le jeune, le faire effectivement. Oui. Vous le proposez? Oui. Si le jeune ne se sent pas capable d'y aller seul, on propose l'accompagnement. Parce que c'est notre mission aussi d'accompagner le jeune dans ses démarches aussi. Et est-ce qu'ils se rendent compte, les jeunes, de ces discriminations, justement, qu'ils en sont victimes? que c'est lié à une orientation? Enfin, ça peut arriver ou que c'est ça vienne de la part de leur propre ami. C'est compliqué de leur entourage, je voulais dire. Enfin, Voilà. C'est compliqué de porter plainte contre sa propre famille, ses amis. C'est très compliqué. C'est pas évident. Beaucoup n'en parlent pas, donc ils préfèrent rester tranquillement. Donc il y a tout un travail à faire sur repérer Oui. aussi C'est quand compliqué on est d'inciter une discriminé. victime Oui. à poser plainte si elle dans ne tous le les peut cas de pas, figure, ou qu'elle a mais, des réticences. parfait. C'est très compliqué. Oui, il y a tout un autour aussi, si elle a plus de risques c'est ce qu'elle se dit, j'imagine parfois, plus de risques à porter plainte qu'à ne pas le porter parce que ça se connaît, les gens parlent. Représailles, il faut peur savoir. de la honte, de parler, de dire les choses. Parce que c'est pas direct, le temps de la justice n'est pas le temps de la personne. Donc en fait, la personne va être jugée, mais pendant ce temps-là, moi, pendant 6 mois, 1 an, je me retrouve avec cette personne qui sait que j'ai porté plainte et en fait, je risque... Voilà. Donc il y a tout ça aussi dont on parle pas, Oui. mais qui vient quand même entraver notre accès au droit. D'une manière un peu plus tacite. Alors, dernière question pour conclure. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se développer dans l'Ouest guyanais pour justement proposer plus de sécurité pour les personnes qui subissent des discriminations LGBT-phobes? Alors, pour moi, personnellement, c'est une structure dédiée pour les personnes qui sont victimes. Parce que ça peut arriver que les jeunes, ils sont hébergés chez leurs parents. Les parents ne sont pas d'accord par rapport à l'orientation de leur enfant. Donc, ils sont à la rue. Un hébergement pour eux, pendant quelques temps, le temps de rebondir sur eux-mêmes. Il y a une solution. Voilà, effectivement. Parce qu'en Guyane, il y a rien. Là-dessus. Et je sais qu'il y avait l'arbre au fromager à Cayenne, mais je sais... Enfin, sur Saint-Laurent, il y Sur a... l'Ouest. Non. D'accord. Même petit Jean, un petit mot pour la fin? Non, je la rejoins là-dessus. C'est vrai que d'une structure d'accueil, on en a pour des victimes, par exemple, de violences intrafamiliales. Pourquoi pas pour ce genre de personnes qui ne savent pas où aller et qui ont besoin d'être hébergées. Oui, c'est tout à fait... ça serait pas mal, c'est vrai. Je vous remercie d'avoir été là pour partager avec nous autour de ce sujet. Et alors moi, je clôture en vous donnant quand même quelques ressources, quelques numéros de téléphone à contacter en cas d'urgence. Alors il y a le 17, vous me dites si je dis des bêtises? Jusque-là, c'est bon. Ok, parce que là je suis sous contrôle judiciaire. 17, le 112, il y a un SMS qu'on peut contacter, on peut contacter le 114 si on est dans une situation dangereuse et qu'on ne peut justement pas appeler. Ensuite, il y a une application. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette application qui s'appelle Flag. En fait, c'est une application justement si on a été témoin, je précise bien, et ou victime d'une discrimination homophobe. Eh bien, ça peut être très ancien, ça peut ne pas être ancien. On peut, alors il suffit de vraiment prendre cette application, la télécharger, et puis après, juste, c'est pour les stats, c'est juste pour qu'on puisse se rendre compte du nombre d'actes homophobes et LGBT-phobes qui existent aujourd'hui en France. Ensuite, les contacts précieux, il y a aussi Case Avenir, j'avais juste envie de parler d'eux quand même, qui sont sur Cayenne. Oui. Donc si vous voyagez entre l'Ouest et l'Est, n'hésitez pas à aller leur rendre visite.
Et enfin, porter plainte, ça peut être fait jusque 6 ans après les faits, vous confirmez? Même plus que ça, la prescription, en fonction si c'est un délit ou un crime. Eh bien, je pense que j'ai fini avec ma liste. On vous mettra de toute façon plusieurs ressources à côté de cette émission. Et puis, je vous remercie toutes et toutes. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'avoir partagé sur ce sujet. Alors, vous pouvez nous retrouver pour d'autres chroniques sur chroniquesdumaroni.fr ou sur les réseaux. Et il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à très bientôt.